Alors, Delia a dit déjà beaucoup de choses. Hein. Donc, je vais peut-être les reprendre. Oui. Mais... Le micro près de la bouche. Oh, Le micro. voilà. Oui. Alors, le souvenir d'une enfance oubliée, donc de Frédéric Delevoye, publié aux éditions des Crépuscules. Alors, juste une présentation, vous êtes psychanalyste. Là, on n'entend plus. Oh, Avant, on n'avait pas de micro. il faut le manger, hein, je vais le manger. Oui, Vous m'entendez, c'est ça? Micro, et Vous êtes psychanalyste, membre de l'espace analytique, psychologue clinicien auprès d'enfants dans les institutions hospitalières. Et vous vous intéressez, entre autres, à la littérature, à la peinture, aux artistes, si j'en juge par certains entretiens que j'ai entendus. Que vous avez donné sur un autre livre intitulé « Ceci est une illusion ». N'est-ce pas ? Ceci est une pipe. Alors, vous avez choisi, comme Delia l'a dit, l'écriture romanesque pour raconter la vie de trois pionniers de la psychanalyse d'enfants. Et on lit de fait votre livre comme un roman. En tant qu'écrivain, vous mettez donc en scène des personnages et auteurs bien connus. Vous consacrez un chapitre à Ferenczi, un à Mélanie Klein et un autre à Winnicott. Puis, vous les rassemblez de façon imaginaire dans un dernier chapitre autour de Freud pour débattre de leurs différentes théories et de l'avenir de la psychanalyse. Avec les enfants. Bien sûr. Ces personnages nous apparaissent tellement vivants qu'on ne les apprend plus comme des théoriciens mythiques de l'aube de la psychanalyse, mais comme des êtres humains très proches, des enfants meurtris par une enfance difficile, par des traumas infantiles et des drames dans leur vie d'adulte. Ils ne font guère l'économie de leurs affects, même les plus inavouables, et un point commun les rassemble. Tous les trois souffrent avant tout du manque d'amour de leur mère, voire de leur indifférence et froideur. Vous décrivez avec une telle intensité leur souffrance d'enfant que l'émotion vous prend à la gorge et qu'on se surprend, parce que je suis très bon public, moi, il y a des choses très douloureuses. Vous nous faites pleurer avec ces enfants. Et je ne résiste pas à l'émotion. On est saisi aussi par les accents de vérité de ces trois adultes qui osent parler de leur dépression, voire de leur folie. Voilà. En tant qu'historien, vous vous référez aux nombreux textes des auteurs et acteurs de ce mouvement psychanalytique qui se joue d'abord en Hongrie, puis en Angleterre, entre les années, disons, 20 et 50. 15 et 50. 15, oui, j'ai failli rectifier. Bon, la liste est longue de tous les textes aussi auxquels vous vous référez. Alors, la première question qui vient à l'esprit est de se demander où se trouve la frontière entre fiction et vérité historique, et comment vous avez travaillé et écrit ce livre. Réalité historique. Oui, mais on n'entend pas. Alors, je répète. La première question qui vient à l'esprit est de se demander où se trouve la frontière entre fiction et vérité historique et comment vous avez travaillé et écrit ce livre. On se demande par moments qui parle, vos personnages ou vous-même. Ou vous-même. C'est assez clair. C'est clair. Quelles sont vos intentions conscientes, vos priorités en tant qu'auteur et psychanalyste en écrivant ce livre? Avant de vous donner la parole, je vais tenter d'esquisser brièvement ce que j'ai senti comme vos priorités. Comment naît la théorie analytique? Il semble que votre intention première est bien de sortir de l'abstraction théorique pour nous faire vibrer avec des personnages vivants, souffrant en lutte avec eux-mêmes ou avec leurs proches, comme je l'ai déjà dit. Pas de théorie analytique sans la parole et le transfert. Dites-vous, ou faites-vous dire. Pas de théorie analytique sans la conscience des processus psychiques, intrapsychiques de l'analyste sur lui-même. Et vous le démontrez en racontant l'histoire personnelle de ces trois personnages, Sándor Ferenczi, Mélanie Klein et Donald Winnicott, chez lesquels vous mettez en évidence l'intrication des traumatismes de leur enfance et leurs effets d'après-coup sur l'élaboration de leur théorie.
Vous mettez avant tout en lumière l'intensité de leurs angoisses infantiles et adultes, jamais désavouées ni reniées, et la force vitale puisée en eux-mêmes pour survivre et élaborer des théories qu'ils mettent ensuite au service de leurs patients, enfants et adultes. Vous rappelez aussi comment ils se sont analysés les uns et les autres. Mélanie Klein, après une première tranche, je crois, avec Karl Abraham, il me semble. Première avec Ferenczi et ensuite avec Karl Abraham. Ah, c'est après. Alors, entame une analyse donc avec Ferenczi, puis avec Karl Abraham. Winnicott fait un contrôle avec Mélanie Klein, puis c'est elle qui, après avoir analysé ses propres enfants, vient demander à Winnicott de prendre son fils Eric, alors que Winnicott pensait lui-même faire une analyse avec elle. Bref, cela pourrait faire sourire aujourd'hui, mais il s'agit d'un temps révolu, des débuts de la psychanalyse, où les analystes étaient peu nombreux et se formaient les uns les autres. La première partie du premier chapitre consacré à Ferenczi est un peu différente de ce qui va suivre, et elle est particulièrement intrigante. Vous mettez en présence Ferenczi et le sociologue et philosophe Georges Lukács, destiné à occuper un poste important dans le nouveau gouvernement socialiste de Béla Kun. Lukács propose à Ferenczi un poste de responsabilité à l'université, moyennant le projet de mettre la psychanalyse au service de la révolution bolchevique. C'est tout à fait passionnant de voir comment Ferenczi se sort de ce piège tendu par Lukács pour défendre et préserver l'indépendance de la psychanalyse, et ceci grâce à l'interprétation de son rêve, du rêve de Lukács. Sans doute introduisez-vous Ferenczi de cette manière pour dire que grâce à cette rencontre, la psychanalyse entrera pour la première fois à l'université, ce qui rend Ferenczi d'autant plus fier et honoré que son cher maître Freud n'a jamais réussi à le faire. C'est aussi et avant tout, je pense, un préambule et un plaidoyer remarquable au service de l'indépendance de la psychanalyse, qui dans sa démarche vise à favoriser l'émancipation et la liberté d'un sujet et non de l'embrigader dans une quelconque idéologie. Bien sûr, ça n'empêche pas le citoyen lambda, qui est le psychanalyste, de défendre aussi ses valeurs et ses choix politiques, mais bon, en dehors peut-être du cabinet quand même. Quelques exceptions près quand même. Hein. Bon. C'est un débat tout à fait hors sujet. Dans la suite de ce chapitre, c'est un autre aspect du personnage que vous éclairez, celui de l'enfant mal accueilli, traumatisme que Ferenczi cherchera toute sa vie à surmonter, en avouant son besoin profond de consolation et d'amour, son besoin d'être aimé et reconnu de ses pairs et de ses patients. C'est la voix de l'enfant dans l'adulte qu'il fait entendre et qu'il veut soigner. L'enfant mal accueilli dans une famille nombreuse dont la mère ne démontre d'affection que dans de rares situations. Et c'est vrai que l'histoire de la chute de ce montage qu'il avait fait, enfin ce souvenir d'enfant est absolument dramatique. Et la question que vous mettez dans la bouche de Ferenczi, à savoir, je vous cite, « Sommes-nous capables, en tant qu'adultes, d'accepter la présence, la voix de l'enfance en nous ?» est sans doute la question principale que vous posez tout au long de votre livre. Et tout est dit dans cette page 54. Peut-être que vous pourriez tout à l'heure vous la lire. On verra. Ce chapitre sur Ferenczi se termine avec la visite de Mélanie Klein. Il est frappé par la force de conviction de celle-ci qui l'invite à suivre une analyse avec lui. Il reconnaîtra que cette analyse lui permettra de poursuivre aussi sa propre auto-analyse et son élaboration théorique sur la vie du nourrisson et son étroite relation à la mère. Il prend connaissance des travaux de Teresa Benedek sur le processus du mimétisme mère-bébé et cette dépendance étroite, source d'angoisse, d'abandon terrifiant pour l'enfant qui construit le fantasme de la mère toute-puissante. Bon, dans la partie consacrée à Mélanie Klein, on redécouvre avec vous sa vie douloureuse d'enfant endeuillé à 4 ans par la mort de sa sœur Sidonie, à 18 ans par la mort de son père, à 20 ans par la mort de son frère et à 32 ans par la mort de sa mère. Bon,
On savait qu'elle avait une vie compliquée, difficile, mais là, on ne peut pas l'ignorer maintenant. L'enfant déprimé est le juste titre du chapitre qui lui est consacré. Le sentiment d'infériorité face à sa sœur Sidonie, sa sœur aînée brillante qui décédera de tuberculose à l'âge de 12 ans, est un décès qui va plonger toute la famille dans un deuil insurmonté. Le sentiment, le sentiment de ne pas être aimé par sa mère ou son père, comme le révèle son douloureux discours qu'elle adresse imaginairement à sa mère après une première séance d'analyse avec Ferenczi, est assez remarquable quand même, ce sentiment douloureux de ne pas être aimé. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on peut noter au passage dans ce chapitre les effets d'après-coup de la première séance avec Ferenczi, des effets de libération de la pensée et de la parole qui lui permettent de soulager son cœur. Ferenczi avait cette écoute, dit-elle, des phénomènes, je vous cite, des phénomènes archaïques qui sont à l'œuvre en sourdine dans l'esprit. Comme cette lutte entre pulsions de vie et pulsions de mort qui la traverse sans cesse et la mine. On peut se demander, à propos de ce chapitre sur Mélanie Klein, pourquoi vous décrivez aussi longuement l'accouchement cauchemardesque de son fils Hans. Alors, sans doute pour donner, vous y répondrez peut-être, mais moi je pense que c'était pour donner accès à la réalité de ce traumatisme toujours actif en elle. On a l'impression qu'on est comme dans ce travail que décrit Ramila Zigouri sur la nécessité d'entrer dans la scène du trauma avec son patient. Si Ferenczi établit un lien entre ce récit de l'accouchement traumatique et le trauma de la séparation brutale avec la nourrice, ça c'est Ferenczi qui fait cette interprétation, je me demandais si vous ne cherchiez pas vous-même à tirer un fil entre le traumatisme de l'accouchement, la dépression maternelle et le suicide du fils, Hans. Lors de la conférence à Lucerne, en Suisse, au Congrès international de psychanalyse, Mélanie Klein apprend que son fils n'est pas mort accidentellement, mais par suicide. Elle en est d'abord doublement accablée. Elle veut mourir aussi, puis se ressaisit et décide de se remettre au travail de sa conférence en élaborant un point décisif de sa théorie, la position dépressive du nourrisson, qui lui permettra de réaliser cette dépression, qui lui permettra de réaliser l'unité du bon et du mauvais objet. Donc une voie de travail nouvelle s'imposera à elle, envisager le psychisme précoce, préoedipien de chaque être humain et l'étude de la psychogénèse des états maniaco-dépressifs, à la suite aussi de Karl Abraham, vous le citez aussi. Mais je pensais que c'était son premier analyste, mais bon, vous savez ça mieux que moi. Elle a quitté Budapest à cause... Elle a quitté Budapest à cause de montée du nazisme, de l'antisémitisme à Budapest. Elle est allée à Berlin, où elle a fait une cure avec Abraham ensuite. Ah voilà, d'accord, ok. Merci. Bon, je ne vais pas rappeler tous les points de sa théorie, l'ambivalence, la culpabilité, le clivage, etc., les phénomènes de projection et d'introjection. Bref, l'étude de la psychogénèse des états maniaco-dépressifs. Je veux dire, on revoit tout ça et je trouve que c'est important de rappeler tous ces points, de nous faire revivre tout ce parcours. Pour évoquer rapidement le chapitre sur Winnicott, on peut dire que celui-ci, comme les deux autres, souffre de la dépression de sa mère qu'il veut soigner. Avant toute satisfaction pulsionnelle, dit-il, il défend pour le bébé la nécessité d'accéder au sentiment d'être vivant. Et il théorise entre autres l'importance de la régression et de la préoccupation maternelle primaire. Il défend comme Ferenczi l'idée que sa mère répète avec son bébé ce qu'elle a vécu elle-même, bébé. C'est la capacité qu'a toute mère de ne faire qu'un avec son bébé, d'être entièrement à son écoute. Et c'est la page 154, là, qui peut-être on pourra ouvrir.
Pour lui, c'est avant tout la bienveillance et la nécessité d'assurer la sécurité dans la relation au patient. Il est préférable pour lui de laisser l'enfant, le patient, l'enfant peut-être, sans doute, interpréter, d'ailleurs, bien sûr, interpréter lui-même ses dires et ses rêves. Il peut ainsi poursuivre le travail seul et devenir son propre analyste. La polémique entre Winnicott et Mélanie Klein se concentre sur la question de l'interprétation. Sans l'interprétation du transfert, elle, Mélanie, ne se considère pas analyste. Pour Winnicott, il s'agira d'incarner la mère dans le transfert. Voilà, les interprétations systématiques, il les rejette parce qu'il les considère comme de la suggestion. C'est ça, enfin, intéressant de voir voilà, la polémique de ces psychanalystes entre eux. Dans la rencontre finale que vous imaginez autour de Freud, chacun s'accorde à reconnaître sa propre folie, source de savoir, et à défendre chacun, avec ses théories propres, la psychanalyse des enfants. Les débats théoriques sont passionnés, mais sans haine, tels que vous les racontez. Les débats théoriques donc sont passionnés, sans haine, et si les théories sont le fruit de leur expérience propre, elles ne peuvent que s'adapter aux enfants qu'ils reçoivent, des enfants psychotiques ou des adultes très régressés. Bon, on pense évidemment à Marguerite Duras. Outre cette volonté de défendre avec Ferenczi, Klein et Winnicott, de défendre le bienfait de la pratique de la psychanalyse des jeunes enfants, vous défendez aussi l'écoute de l'enfant dans l'adulte. Vous donnez aux lecteurs qui ne sont pas forcément psychanalystes l'occasion de saisir la complexité des processus psychiques inconscients et leur théorisation, ce qui confère à votre livre, outre ses autres qualités d'écriture déjà évoquées, une valeur pédagogique certaine qui n'est pas vaine de nos jours. Je le pense très sincèrement. Loin de les amoindrir, si les trois personnages présentés apparaissent d'abord sous les traits d'enfants fragiles, vulnérables, traumatisés, c'est sans doute pour mieux permettre d'entrevoir la force qui les anime, la force qu'ils puisent dans leur souffrance même, pour trouver le moyen de comprendre et de se soigner à leur tour. L'élaboration théorique n'est pas le fruit du hasard. Elle s'enracine dans l'expérience émotionnelle qu'un sujet traverse et au cours de laquelle il cherche à se connaître. C'est ce qui m'a paru fondamental dans ce que vous mettez en avance dans votre livre. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vais pour vous permettre, à vous et aux auditeurs, d'évoquer les autres aspects de ce livre aux multiples dimensions. Voilà, je vous remercie. Est-ce que je pourrais poser une question tout à fait Oui, au bas Dans le micro peut-être. J'ai perdu le micro. Voilà, une question très pas élevée théoriquement. J'ai perdu Dick. Je n'ai pas compris quand vous avez parlé de Dick vers la fin de votre livre. Impossible de le resituer. Alors je vais vous demander qui était Dick. Qui était Dick? Le patient. Je pense, oui, que c'était un jeune patient, mais je n'ai pas réussi à le retrouver en refilant le livre. Il faut appuyer sur le truc. Ah. Voilà. Ça marche là? Non. Oui, ça marche. Ça marche. Peut-être que vous avez perdu Dick parce que je n'ai pas beaucoup parlé de Dick en fait. Je ne voulais pas trop donner au cas de Dick de place dans l'histoire de Mélanie Klein, non pas parce que je ne trouve pas que ce soit un cas important, c'est le cas essentiel de Mélanie Klein, où on voit son savoir-faire avec la psychose, sinon avec l'autisme, il y a certains qui considèrent Dick comme autiste. La question que vous posez m'amène plutôt à situer
pourquoi j'ai parlé de Mélanie Klein? Pourquoi j'ai passé autant de temps et je lui ai donné une place centrale dans ce livre? Eh bien, c'est parce que quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital psychiatrique, du temps où je rencontrais Delia tout jeune, ça le fois bien, j'ai appris mon métier, si je puis dire, avec les schizophrènes de Maison Blanche. Voilà, j'en dis un mot dans la première page. Et la seule lecture de Mélanie Klein m'a permis de commencer à me repérer dans ce qui se passait dans les processus psychotiques que je rencontrais et qui m'ont très sévèrement secoué. Il y avait que la psychanalyse qui pouvait m'en tirer de ça. Donc c'est eux qui m'ont mis au travail. Et donc j'étais resté un peu avec cette découverte comme une dette à Mélanie Klein, et en même temps Mélanie Klein est un personnage qui m'a toujours paru profondément mystérieux. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle avait dans la tête, cette femme-là, d'autant plus que, à la différence de la quasi-totalité des psychanalystes de son époque, elle n'est pas médecin, elle n'est pas institutrice comme Anna Freud, elle n'a fait absolument aucune étude, elle aurait voulu faire des études de médecine, j'en dis un petit mot à un moment donné, elle part à la fac de médecine et elle est dégoûtée par ce qui lui arrive là-bas. Et en fait, elle est devenue psychanalyste parce qu'elle a fait une analyse avec Ferenczi et Abra. Voilà. Et avec cette expérience particulière qui est que, c'est pour ça que je me suis attardé sur son accouchement et ses enfants, c'est qu'elle a analysé ses enfants. C'est pas un truc qu'on demande de faire aujourd'hui, vraiment. Et donc, avec le soutien de Ferenczi. Oui, c'est lui qui l'encourage. Oui. Voilà, c'est-à-dire que sa formation de psychanalyste, elle a éprouvé, elle a expérimenté en prenant en analyse ses enfants petits, bébés, avec le soutien et je dirais la supervision de Ferenczi. Et déjà ça, j'ai trouvé ça... Fallait que je raconte ce truc-là, parce que ça me paraissait vraiment ahurissant. Et puis, pour autant, je ne parvenais pas bien à entrer dans la peau de ce personnage, parce que vous avez compris que ma façon de romancer les choses, c'est aussi de faire vivre les personnages, c'est-à-dire de les incarner moi-même. Donc j'ai accouché. Vous avez eu beaucoup de mal avec mon accouchement, il semblerait. Et donc j'ai accouché, j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. Ben oui, on le sent bien. on le sent. Et donc, j'ai pu accoucher de Mélanie Klein en comprenant que cette femme était une femme qui avait été ravagée par des deuils depuis sa tendre enfance. Mais des deuils effrayants, tout le temps. Et ça ne s'arrête jamais. Alors, il faut quand même que je précise qu'il y a des choses que j'apporte qui sont tout à fait exactes. Toute l'histoire de Ferenczi qui est dans le bureau de Lukács, tout ça, c'est vrai. Et Ferenczi a effectivement été nommé directeur de du premier département de psychanalyse universitaire au monde, ce qui, vis-à-vis de Sigmund Freud, ça lui permettait d'être un peu content. Sauf que le gouvernement bolchevique en question a duré 6 mois. Donc, c'est-à-dire que Ferenczi a fallu le temps de faire 3 cours, et puis il est reparti à ses études, et puis ça s'est arrêté net. Et même après ça, d'ailleurs, la psychanalyse a plus ou moins été expulsée de l'université. Et quant à Mélanie Klein, j'avais une hypothèse qui était que peut-être qu'elle avait pu saisir quelque chose de ce qu'elle apporte autour de la position paranoïde, schizoïde et la position dépressive, parce qu'elle avait traversé des traumas, et dans ces traumas qu'elle avait traversé un épisode de dissociation psychique. C'est ça que je raconte dans l'accouchement. Elle a un épisode de dissociation parce qu'elle ne sent plus son corps à un moment donné. Elle est complètement dissociée. C'est une sortie de corps. Oui, voilà, c'est comme ça que je raconte. Voilà. En tout cas.
j'ai pensé que c'était quelque chose comme ça qu'elle avait pu essayer de conceptualiser, d'élaborer pour arriver à saisir quelque chose de ce moment où quelque chose s'unifie autour de l'objet total, où en même temps elle perd les objets partiels. Enfin, bon, voilà. On rentre un peu dans la théorie. Et je vous remercie en tout cas d'avoir pu souligner que mon but qui est de transmettre ce que j'ai comme propre transfert à la psychanalyse avec les enfants, et ben ça passe aussi par le fait de rendre les psychanalystes vivants et de les faire vivre devant nous et de leur faire vivre des aventures et qui sont en grande partie vraies, quoi. Voilà. Maintenant, l'histoire du suicide de fils de Mélanie Klein, alors là, il y a pour parler des choses comme elles sont, Mélanie Klein a donc analysé ses 3 enfants, et le résultat n'est pas quand même très brillant, puisqu'il y en a un qui est mort, et un autre qui n'allait pas très bien, et sa fille est devenue psychanalyste, et elle n'a rien trouvé d'autre que d'essayer de faire connaître à tous les psychanalystes de l'Institut britannique de psychanalyse que sa mère était folle. Donc chaque fois que Mélanie Klein parlait, sa fille prenait la parole, Mélita, en disant « Non mais n'écoutez pas ma mère, elle est folle. Elle m'a maltraité quand j'étais petit. » Vous voyez l'ambiance, quoi. C'est l'époque où il y avait aussi des grandes controverses, enfin bon, et où Winnicott se donnait un mal fou pour que ça ne dégénère pas en pugilat total. Et donc, Mélita est un personnage dont je parle peu, mais qui est un personnage qui a existé et qui, quand Hans est mort, elle a dit à sa mère, c'est toi qui l'as tué. Et ce qui est vrai, c'est que Mélanie Klein n'a pas été à l'enterrement de son fils. Pourquoi? Bon, ça se passait effectivement à Budapest, en Hongrie, elle habitait en Angleterre, c'était pas très simple, peut-être de se déplacer, mais enfin, elle aurait pu y aller. C'était en quelle année? Il avait quel âge? Non, il avait 30 ans. Il avait 30 ans, c'était dans les années 25, 30 aussi, dans les années 1930. Mais elle a analysé ses enfants, ils avaient quel âge? Ils étaient bébés, c'était pourquoi? Pourquoi? Oui. Pour se former. Pour essayer, avec l'aide de Ferenczi, d'éviter de leur transmettre sa propre comment dire, dépression permanente, quoi. À des bébés, des petits-enfants? Oui. Oui, mais concrètement. Je comprends que sa fille est traitée de dingue, quand même. Oui, mais elle était dingue, nous sommes d'accord. Concrètement, comment on peut psychanalyser des bébés? Ils ne parlent pas. Bah, Donc comment on peut psychanalyser? Et Mélanie Klein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite moquerie qu'on disait d'elle en Amérique du Sud, quand il y avait des grands... Parce que les Kleiniens sont très très nombreux en Amérique du Sud. En fait, ils étaient nombreux en Amérique du Sud à une époque. Maintenant, il y a plus de Lacaniens que de Kleiniens, mais il y avait des grands congrès de Kleiniens. Et puis, la blague, c'était que quand dans les interruptions des colloques, il y avait toujours des gens qui continuaient à leur analyse comme ça. Et il y avait quelqu'un qui avait dit ah, tu es en analyse avec Mélanie Klein, dépêche-toi d'aller à ta séance. Elle a déjà commencé à interpréter. Oui. Mélanie Klein interprétait tout le temps, et vous n'aviez pas besoin de parler. Dick, il ne dit pas grand-chose, hein, il joue avec des petits trains, hein, elle interprète tout. Donc, c'était pas un problème pour elle d'interpréter des bébés. Hein. Ce psychanalyse à travers eux. Oui, oui, bien sûr. Non, mais il y a quand même l'observation des bébés, hein, pratique psychanalyste, et puis il y a, bien sûr, il y a quand même des gens qui ont fait un gros travail comme Esther Bick et d'autres qui ont suivi, enfin, sans parler de... Mais elle, c'est plus que ça. Oui. Non, je me demandais pourquoi dans ce... que vous n'avez pas parlé de Françoise Dolto. Je peux vous expliquer. Comment? Il va expliquer. Oui. C'est pas la même, tout à fait la même. C'est pas la même génération. C'est la suite, en fait. C'est la pour les suite. bébés. C'est le prochain livre. C'est le prochain livre, voilà. C'est-à-dire que là effectivement,
je trouvais que c'était assez important. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Winnicott ces dernières années. Je relis tout Winnicott. C'est un auteur extrêmement compliqué, en fait, parce que je crois qu'il est très freudien, mais il n'est pas tant que ça. Il a ses idées à lui. Et donc, le lien entre Winnicott et l'école française, parce que Lacan avait envoyé Ginette Rimbaud et Maud Manoni en contrôle chez Winnicott. Je ne sais pas si vous saviez ça. Donc, on est pas de trucs. On apprend des choses. Comme nous avons les archives Manoni Espace, j'ai retrouvé des lettres de Ginette Rimbaud à Winnicott. Et ils discutaient beaucoup avec Winnicott. Winnicott se méfiait comme de la peste de Lacan, parce qu'il disait si je me fais embarquer chez les Lacaniens, tout le reste du monde entier va me traiter de dingue. Donc il se méfiait beaucoup de Lacan. Mais il a formé Ginette Rimbaud, Maud Manoni, qui allait chez Winnicott régulièrement. Et donc, pourquoi je racontais ça parce que la suite, en fait, c'est-à-dire les psychanalystes françaises, Dolto, Manoni, la mère de Rutinesco, Aubry. Jeanne Aubry, non. Génie. Génie. Il faut faire attention, pas dire le mal de Rutinesco aussi. Attention, on enregistre. On enregistre un peu. Et donc, tout ce mouvement-là correspond vraiment à une histoire qui est celle de la psychiatrie française, qui est quand même très différente de la psychiatrie anglaise. C'était trop compliqué de faire un passage comme ça, parce que ce qui était formidable en Angleterre, et parce que la plupart du livre se passe en Angleterre, c'est que Jones, qui a fait venir Mélanie Klein en Angleterre, comme ça se passait à l'époque, comme vous trouviez que c'était n'importe quoi d'analyser les bébés, Jones a demandé à Mélanie Klein de prendre en analyse sa femme et ses enfants. Histoire de mettre de l'ambiance dans les dîners Et donc, ils étaient très très libres. Mélanie Klein n'avait strictement aucune valeur sur le plan scientifique. Et elle a eu une place absolument étonnante, où elle a formé énormément de gens, elle a énormément travaillé. Et ça ne posait aucun problème aux Anglais qu'il n'y ait aucune formation universitaire, aucun. Alors qu'en France, c'est compliqué. Arriver à avoir beaucoup de place dans un milieu psychiatrique ou hospitalier sans formation du tout universitaire, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça qu'un jour, Octave Manoni, que j'ai vu il y a très très longtemps, peu de temps avant sa mort, il m'avait dit, mais vous savez, bon moi à l'époque j'étais allée le voir, j'étais très jeune, et il m'avait dit, mais vous savez, même une femme de ménage peut devenir psychanalyste si elle a fait une bonne analyse jusqu'au bout. Donc il s'inspirait peut-être justement, puisque vous avez cité l'épouse d'Octave, peut-être qu'il y a eu rencontre, effectivement, ça se référait peut-être à ça. Je ne sais pas si vous avez connu Maud Manoni, mais ce n'était pas du tout une femme de ménage. Non, mais bien sûr, il m'avait dit qu'elle était allée voir que... Ouais. Mais c'est Lacan qui lui a dit, elle ne pouvait pas ne pas y aller. Elle pouvait. J'en parlerai de Maud Manoni dans un futur bouquin, mais c'est un personnage, celle-là aussi. Ouais, parce qu'elle a raconté comment elle est sortie de la psychose. Elle a raconté. Manoni. Manoni, oui. Et comment elle y est entrée? Ça, c'est encore en train d'être élaboré, ça. Je vous le raconterai plus tard. Parce que... Vous voulez parler dans le micro? Ce qui m'a aussi, enfin, ce qui me donne beaucoup à penser, c'est cette histoire de mère fantasmée comme toute puissante. Moi, je trouve qu'à votre lecture, d'ailleurs, finalement, c'est pas un fantasme. Ces enfants ont été confrontés à des mères toutes puissantes dans leur malheur et leur façon inévitable d'en imprégner leurs enfants. Et je trouve ça, ça m'intéresse d'autant plus qu'après ça a été repris, le grand autre, machin. Mais cette réalité, je trouve que l'enfant en naissant, il est confronté au réel de la mort. Mais c'est vrai, si on ne s'occupe pas de lui, il crève. Et ça, il le sent très bien.
Comment peut-on imaginer qu'ils ne sont pas? Peut-être que je voudrais souligner, avec votre question, qui tombe bien, c'est que c'est une subversion, enfin c'est une subversion, c'est une transgression de la théorie freudienne qui pratique à ce moment-là tous ensemble. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la théorie, la doxa, c'était qu'on ne touchait pas aux bébés, on ne s'intéressait pas aux enfants, on n'admettait pas les enfants, tant qu'ils n'étaient pas passés à travers la névrose, enfin, la névrose infantile, et qu'ils en étaient sortis en étant un peu structurés. C'est ça l'idée de Freud. Donc, qu'on s'intéresse à des enfants avant cet âge-là, il n'est pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Donc c'est une vraie transgression que d'aller chercher de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'il trouve, et qu'est-ce que trouve Mélanie Klein, c'est exactement ce que vous voulez dire, c'est que la pulsion de mort, elle est là au départ. Et à l'époque où elle dit ça, vous savez que très bien qu'il y a un certain nombre des camarades freudiens de Freud à Vienne qui disent non mais la pulsion de mort, la Freud, quand même, vieillotte un peu quand même. Ce que je raconte, ils n'y croient pas. Hein. Il y a beaucoup d'analystes de l'époque qui ne croient pas du tout à la pulsion de mort. Mais Annie Klein, elle parle dedans, mais direct. Comme si elle avait pigé dès le départ ce que c'était que la pulsion de mort. Et du coup, je trouve qu'il y a une jolie formule que je ne sais pas qui a trouvé, mais que je vous répète parce que je la trouve juste. C'est Freud a entendu l'enfant dans l'adulte, mais Annie Klein a entendu le bébé dans l'enfant. C'est-à-dire qu'elle a pu aller chercher, au-delà de ce que Freud avait pu saisir de la construction d'une névrose, qu'est-ce que c'est qu'il y avait avant? Comment ça se construisait dès le départ? C'est quand même insensé d'arriver à faire ça. Donc voilà, c'est ça qui est fort aussi, c'est-à-dire qu'ils ont pu le montrer et dire que c'était une pratique analytique que d'aller interpréter ou d'écouter des bébés avec cette idée-là, qui s'étaient confrontés à des angoisses archaïques et des pulsions de mort très très violentes. Mais sans doute aussi parce qu'ils ont pu reconnaître qu'ils avaient traversé ça aussi. Et elle en parle beaucoup. Oui. Bonsoir. J'étais particulièrement sensible à l'effort que vous avez fait d'incarner ces personnages parce que c'est la seule façon de mettre en vie la pensée. Par la littérature, personnellement, je ne m'y risque pas, j'essaye de mettre quelque chose en vie dans la peinture. Et la question de la souffrance, je ne sais pas si je sollicite votre point de vue, je ne vous demande pas une réponse parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Comment vous concevez la question de la souffrance dans ce processus? Vous parlez de l'accouchement. Okay. Moi, je ne suis pas du tout persuadé que c'est la souffrance qui permet de créer, personnellement. Écoutez, bah je partage votre point de vue. Je ne pense pas que les œuvres les plus importantes soient nécessairement produites du fond de la souffrance la plus violente. Je pense que ce que j'ai essayé de faire, d'incarner, de faire vivre, c'est que sans doute qu'il y a de la souffrance et que cette souffrance, elle a besoin d'être mise au jour, en quelque sorte, dans une analyse, ou en tout cas mise en mots, mais que la théorie s'élabore dans des dialogues, dans des relations, dans des relations transférentielles, que la théorie analytique, elle n'appartient pas à un psychanalyste futile Freud, quoi. Elle appartient aux patientes de Freud, elle appartient à Nao, elle appartient à Lucie, elle appartient à tous ceux qui participent au trajet de l'analyse, quoi. Je pense que c'est ça dont j'essaie de parler. C'est parce que c'est comme ça que j'invente cette fin
je ne sais pas s'il faut que je raconte tout, parce que sinon vous n'allez pas le lire, mais j'invente, à force d'inventer des choses, je me dis, bon, je me lâche. Et donc j'invente carrément un truc impossible, puisque je fais débarquer Freud chez Winnicott, qui est en train d'essayer de se dépatouiller avec Mélanie Klein, qui est venue essayer de lui caser son gamin, et il ne veut pas, parce que comme il est hongroise, il voit bien... Elle lui dit, ça c'est vrai, hein, elle a dit, Mélanie Klein, est-ce que vous pourriez prendre en analyse mon fils, parce que moi je l'ai fait, j'en peux plus, j'y arrive pas, mais si vous voulez bien, je vous prends en contrôle. Et dingue, complètement dingue. Mais c'est vrai ça, c'est qu'il a raconté Winnicott. Et donc, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais inventer pour que quelque chose d'assez dingue vienne encore faire bouger ces personnages. Donc, je fais débarquer Freud, qui est un peu vieux et fatigué, mais il vient, il est encore assez vif comme ça, qui leur raconte d'ailleurs le débat autour de la psychanalyse en Allemagne à l'époque, puisque l'Institut Göring commence à poser des problèmes. Voilà. Oui, mais tu peux raconter quand même. Je raconte quoi? L'histoire de l'Institut Göring. Oui. L'histoire, c'est que dans l'histoire de la psychanalyse telle que Elisabeth Rubinasco la raconte, mais elle a raison, c'est une excellente historienne, ça je ne dis pas le contraire. On fait remonter le début de la psychanalyse avec les enfants à Hermine von Uck-Helmut. Vous avez entendu parler de cette histoire? Oui. Mais c'est une histoire scabreuse. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu les souvenirs d'une petite fille. Je ne sais plus comment ça. Elle avait fait ça sous pseudo. Elle avait raconté son propre éveil sexuel sous pseudo, et elle avait envoyé à Freud, elle trouvait ça génial, il fallait publier, etc. Elle était donc Hermine von Uck-Helmut a été analysée par un psychanalyste, je ne sais pas si c'était à Vienne, si je crois que c'était à Vienne, il s'appelait Sadger, qui était un drôle de gars, passionné par la perversion, vous voyez ce que je veux dire? Passionné. Médecin. Médecin, oui. Et elle perd sa sœur, Hermine, et donc elle prend chez elle son neveu. Puis comme ça se faisait à l'époque, parce que Mélanie Klein n'a rien inventé vraiment non plus, elle prend son neveu en analyse. Et comme elle est persuadée, avec Sadger, qu'il faut analyser les pulsions sadiques des enfants, elle lui explique qu'il est sadique. Ça marche assez bien puisqu'il finit par l'étrangler. Donc, c'est une surprise, hein. C'est une surprise. Il la vole, il essaie de lui voler ses bijoux, elle le surprend et il l'étrangle. Il va en prison, et 10 ans après avoir été en prison, tout ça, et encore une fois, je n'invente rien, hein, parce qu'on croit que je raconte des histoires, mais c'est des histoires vraies. Il fait un procès au mouvement freudien de Vienne en disant « Je suis une victime ». Elle m'a mis des trucs dans la tête, elle était folle, j'ai pas de raison, c'est elle qui m'a dit de la tuer en fait finalement, donc je vois pas pourquoi je suis en prison. Et à ce moment-là, un certain nombre de sommités psychiatriques du coin commencent à dire, mais c'est vrai, après tout, les psychanalystes ils font n'importe quoi, il n'y a qu'à voir, c'est n'importe quoi, ils expriment des idées complètement stupides, tout est sexuel, vous vous rendez compte, n'importe quoi. Et donc, il y a un mouvement Freud est très inquiet parce qu'il y a un vrai mouvement universitaire, politique, évidemment, dans un climat délétère, qui commence à s'intéresser à la psychanalyse sous un angle. C'est des fous furieux, ces gens-là, il faut les mettre en prison, ça ne va pas du tout. Ça, c'est une invention en plus, parce qu'évidemment, je n'ai pas assisté à l'entretien de Ferenc Ziegler avec, pas Bella Kun, hein, c'est Lukács. Lukács, qui était devenu le ministre en quelque sorte de l'éducation du premier gouvernement, enfin, du seul gouvernement bolchevique de Hongrie. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous y tenez, hein? Non, je ne le dirai pas. Il y en a plusieurs.
Page 68. Voilà. Page 68. Vous connaissez toutes les pages. J'avance. Il y a un congrès de psychanalyse à Budapest, d'ailleurs le premier congrès de psychanalyse à Budapest, je crois, de l'International Association, qui aboutit à la nomination de Ferenczi comme président. Donc Ferenczi frétille, quoi, parce que vous connaissez Ferenczi, c'est le vizir de Freud, il adore Freud, il est tellement content. Adore Freud. Hein? Lukács. Non, Ferenczi. Ferenczi est un élève en adoration de son grand maître Freud, et donc il est président de l'Association internationale de psychanalyse. Et à ce moment-là, il avait présenté déjà plusieurs fois au gouvernement hongrois un projet de création d'un département universitaire de psychanalyse. Et donc, il voit le vent tourner, il est malin, Ferenczi. Il agite quelques circuits, et le futur ministre de l'Éducation du nouveau gouvernement l'appelle pour lui dire « j'ai un truc à vous dire ». Mais il ne sait pas, il espère bien que c'est ça, il ne sait pas. Mais, et en gros, le ministre de l'Éducation hongrois qui répond à ce moment-là au mail, enfin pas au mail, non, c'est pas du mail à l'époque, de Lénine qui lui dit tu fais gaffe, tu nommes pas n'importe qui quand même. Donc il dit à Ferenczi, bien entendu, vous allez faire en sorte que votre cause sera la nôtre, et que la psychanalyse va œuvrer à la révolution bolchevique. Ferenczi est quand même un peu coincé, donc il lui dit, je vais vous expliquer ce que c'est la psychanalyse, racontez-moi un rêve. Ben, il y a un mort. Oui. Il y a quoi? Un mort. Il y a un mort. Le fils de Mélanie Klein, il est vraiment mort. On ne sait pas s'il est vraiment mort de mort naturelle, ou s'il s'est suicidé. Mais non, moi je suis parti sur la piste du suicide parce que j'ai suivi Mélita qui disait que par pure haine de sa mère, elle avait tué son fils et qu'il s'était certainement suicidé, mais on n'a jamais su. Parce que alors l'histoire de ce paysan slovaque qui arrive... Entièrement inventé. Ah bon? Oh là là, c'est là où c'est dangereux quand même. C'est là, c'est dangereux, l'histoire et la fiction. Hein. Mais on arrive à faire la part dans votre livre entre ce qui est inventé. Alors je vous préviens tout de suite que j'ai essayé de donner, chaque fois que je cite une phrase, je donne la référence. La plupart des choses que je raconte sont vraies, sont vraiment arrivées. Ce qui n'est pas arrivé, que j'invente, c'est vraiment les endroits où je ne peux pas le savoir, ce genre de choses. Parce que, enfin, l'histoire de la mort du fils de Hans, le fils de Mélanie Klein, c'est pas clair du tout. Donc il n'y a pas de thèse là-dessus. Personne n'a dit il est mort comme ci ou il est mort comme ça. On ne le sait pas. Enfin, Mélanie Klein, elle a l'air de le savoir. Hein. Ben, elle a l'air de le savoir. Elle est détruite par cette histoire-là. Elle est détruite. Mais il y a des tas de choses que je raconte. Par exemple, l'entretien de Ferenczi avec ce fameux truc. Personne n'a jamais raconté ça. J'ai bien été forcé de l'inventer. Mais oui, au fond, ça renvoie aussi à ce que tu dis, il me semble, à partir du titre de ton livre, de ce que nous faisons de notre enfance. Nous, au fond, voilà, de notre enfance, on l'a réécrit. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Je trouve que justement, ton livre est très habile parce qu'il met en pratique ce qu'on entend bien que tu te représentes de notre enfance, en tout cas de ce qu'on peut en raconter. Aussi ton analyse. Oui. Je te remercie parce que c'est ça que je dis sur la 4e de couverture. Au fond, c'est que est-ce qu'on fait autre chose que d'inventer son enfance en psychanalyse? On invente son enfance, enfin, je veux dire. On raconte, on reconstruit, on réinvente tout. Enfin, je veux dire,
il y a du romanesque, de la réécriture. Il y a de la fiction, c'est de la fiction. La fiction est centrale dans notre travail, absolument. Sauf quand même la question du traumatisme. Oui. Tu as rappelé tout à l'heure, et que, comment il s'appelle, qui est venu Radmila, oui, Radmila disait très très justement, il faut quand même aller rejoindre le patient sur la scène du traumatisme. Voilà, il y a ça aussi. Alors, juste un mot, je te le passe. Juste après, c'était à propos de la mort de Hans. Alors, je trouve que là, on a l'impression que voilà, ce qui est dit là est la vérité, hein, est la réalité. Mais en fait, vous donnez crédit à l'accusation de Melita. Oui. Bah oui. Oui. C'est mal. Hein? Oui, j'ai choisi là. Vous avez choisi, mais c'est dangereux d'avoir choisi, cette thèse de Melita. Vous l'accréditez complètement. Non, on pourrait vous demander pourquoi. Oui, moi je voudrais prendre la défense de la mauvaise mère. Parce que je trouve que, bon, bien sûr, elle était folle, mais bon, c'est pas rare, c'est pas rare parmi nous. Voilà. Mais je trouve qu'alors, bon, en reprenant ce que tu disais aussi Monique, mais Delia, oui, moi ce que je trouve passionnant, c'est que cette femme, elle était quand même, alors là je m'appuie sur la parole de Lacan, la géniale Tripière, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que effectivement, vous disiez ce souvenir de l'enfant qu'on a été, on le construit beaucoup, il y a des vrais souvenirs et une construction, mais plus loin encore et plus grave, c'est l'enfance. C'est justement, tout à l'heure quelqu'un disait on ne peut pas analyser bien sûr un enfant qui ne parle pas. Par contre, les traces de l'enfance en nous, alors ça c'est sûr que ça existe. Et c'est avec ça qu'elle a travaillé, Mélanie Klein, parce que son histoire de morcellement, de paranoïa, schizoïdie, etc., elle l'a sortie du très fond de son ventre. Donc, exactement. Donc, je trouve que l'histoire de l'accouchement, quand vous dites que vous-même, vous avez accouché avec difficulté, effectivement, c'est très important parce qu'on va jusqu'à la fiction, bien sûr, du fœtus qui sort du ventre maternel. C'est pour ça que son histoire de surmoi du bébé, elle m'a toujours paru complètement cinglée. Mais bon, c'est de ses traces qu'elle fabrique ça. Donc, vrai, faux, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qu'on s'en sert quand on travaille et avec des enfants et avec des adultes. Ces fantasmes de morcellement, je sais pas, moi je vois des patients, une patiente qui a accouché, comment elle dit qu'elle a été déchirée en deux. Bon, on voit que ces concepts de clivage, de période. Enfin, bon, ce qu'elle a inventé, elle l'a pas inventé de rien. Voilà. Donc je trouve qu'elle est quand même assez géniale. Maintenant, qu'elle soit dangereuse, qu'elle ait été dangereuse, sûre, même parce que c'est vrai qu'en tant que psychanalyste d'enfant, on a tous essayé de faire comme Mélanie Klein, et puis ça n'a pas forcément prouvé qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Mais en tout cas, elle a... Oui, c'est vrai que c'est intéressant finalement de voir que les deux dont on parle là, de femmes qui ont travaillé avec des enfants, que ce soit Hermine ou que ce soit Mélanie Klein, elles s'accusent elles-mêmes et elles sont accusées d'avoir tué leurs enfants, enfin l'enfant dont elles s'occupaient, mais leur enfant, et que ce fantasme-là, c'est quelque chose, quoi. J'avais envie de répondre un peu à la question de madame. Moi, j'ai une réponse qui est la mienne à vous donner, c'est que, peut-être pour reprendre un peu ce que disait Jo Asseline tout à l'heure, on n'est pas obligé de traverser des souffrances abominables pour devenir psychanalyste, heureusement, parce que sinon il n'y aurait plus de psychanalyste, parce qu'on aurait arrêté, quoi, on aurait souffrir. Mais
c'est que je pense que ce qu'a traversé Mélanie Klein lui a donné accès à des représentations ou à des contenus qui ont pu lui permettre d'être une analyste d'enfants psychotiques. Et alors, il y a des analystes qui n'ont pas souffert, qui sont des bons névrosés et qui sont des bons analystes de névrosés, mais nuls avec les psychotiques. Et puis vous avez des analystes d'autistes et psychotiques qui sont géniaux, mais qui sont nuls avec les névrosés. Voilà, moi c'est ça que je crois. Voilà. J'ai mis l'accent, moi, effectivement, en la mettant au centre du livre, sur cette question qui était mais comment je pouvais arriver à entrer dans la peau de ce personnage pour comprendre un peu qui c'était, Mélanie Klein. J'avais besoin de faire ce long travail, y compris donc d'accoucher, n'est-ce pas? Mais je pense que il y a quelque chose de peut-être assez évident dans le fait que ce sont des femmes, en particulier le plus fréquemment des femmes qui sont des psychanalystes avec des enfants, beaucoup plus que les hommes, je trouve. Et je pense que c'est pas pour rien que c'est à travers sans doute une connaissance intime de, je sais pas, pas nécessairement de la grossesse. Je ne pense pas qu'il faille avoir eu des enfants pour être psychanalyste, mais je pense que peut-être que les femmes ont une espèce de, je sais pas, de rapport intime avec leur propre inconscient qui les rend peut-être plus capables d'analyse d'enfants ou s'intéresser davantage aux enfants. Je sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui fait que je pense que Ferenczi en parle. Il a des intuitions absolument incroyables, Ferenczi, magnifique. Et Winnicott, alors Winnicott, c'est une femme, Winnicott, il ne cesse pas de dire que lui, quand il est analyste, il est une mère suffisamment bonne. Mais c'est un rôle. Hein? C'est un rôle. C'est un rôle, nous sommes d'accord. Tandis que la femme, elle est dans le corps à corps. Tout à fait. C'est pas pareil. Ah oui. Elle est convoquée à ce niveau-là. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on m'a reproché plusieurs fois de ne pas avoir assez développé Winnicott. Mais bon, je sais pas, il m'occupe. On connaît plus facilement. Oui. C'est parce que tu fais un séminaire aussi. Je pense que je ne suis pas allé au bout de Winnicott, d'une certaine manière. C'est un personnage tellement riche. Tu fais un séminaire sur Winnicott. Je fais un séminaire sur Winnicott depuis 5 ou 6 ans, oui. C'est un personnage, ouais, j'en dis pas assez, je suis d'accord. C'est un type formidable. Par rapport à la question de la souffrance, Jo, tu disais que l'enfance était un enfer. Ça se discute, pourquoi pas, mais ce que je crois moins discutable, mais peut-être que je me trompe, c'est que le nouveau-né, quand il naît, c'est quand même un calvaire. Il est vraiment, bon, la détresse, c'est terrible, quoi. Donc on ne peut pas vivre pire que ça, je crois. Donc, enfin j'imagine, hein, je ne sais pas, et peut-être que oui, mais à ce niveau-là, quand tu disais, Hélène, le traumatisme, t'entends Hélène? Oui, d'accord. Bon, est-ce qu'on pouvait être analyste sans avoir vécu de traumatisme terrible? De toute façon, on a tous vécu celui-là, celui de la naissance. Et alors la question, c'est est-ce qu'il reste des traces accessibles ou pas? La plupart du temps, il n'y en a pas. C'est tout, et ça se passe bien, c'est ce qu'on appelle se passer bien, mais parfois, pour des raisons compliquées, on a accès à ces traces, et il faut bien faire quelque chose. Winnicott a une réponse. Lui, il dit qu'il peut y avoir une adaptation absolument parfaite de la mère à l'enfant qui vient de naître, de telle sorte que l'enfant ne sente pas la différence. C'est-à-dire qu'il est dans une continuité d'existence sans aucune rupture. Il passe du ventre de sa mère au bras de sa mère sans rupture. On a des films qui montrent comment on peut accueillir en néonatalité, pour des enfants nés trop tôt, qui font 600-700 grammes. Hein. On a des films où on voit comment on peut les accueillir en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de bruit, pas trop de lumière, etc. Et comment on arrive
à ce qu'ils viennent vraiment et qu'ils soient soignés, entre guillemets, accueillis, et on les voit, ils ne sont pas traumatisés. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être intubés non plus. Et ceux-là, ils ont besoin Comment intubés. Pardon? Ils n'ont pas besoin d'être intubés. Ils n'ont pas besoin d'être intubés. Moi, j'ai vu des films là-dessus, j'ai fait de l'aptonomie. J'ai une formation en aptonomie. Bon, et c'est vrai que ça, dans ce domaine-là, il n'y a pas que ça. On voit bien à quel point on peut accueillir vraiment un enfant et l'accompagner dans des conditions où c'est pas traumatisant. Bon, mais ça, c'est peut-être pas l'enfant lambda, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est... Un bébé de 700 grammes, on l'a oui. pas. Non, ça c'est ça. En tout cas, dans les rêves de certains adultes, dans les rêves de certains adultes, on entend les traces des traumatismes et notamment ces angoisses primitives, hein, où l'enfant, le bébé, se sent tomber. Ça, je peux vous dire que je l'ai entendu plus d'une fois. Des gens qui ont eu des parents voilà, qui ont pu être à un moment défaillants. De toute façon, grandir est difficile. Oui, je veux dire. Grandir est difficile. Je veux dire, on voit bien comment les enfants, les petits bébés pleurent, et quelque chose. Et comment leurs membres s'en vont de tous les côtés en hurlant. Grandir n'est pas facile. Ça peut pas être facile. Vivre n'est pas facile. Je crois. Bravo. Je vous signale qu'on a du champagne. Oh, on a du champagne que Frédéric a eu la gentillesse de nous apporter. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose du champagne. En attendant